Donc, je vais faire une introduction sur ce logiciel CP4. Voilà, CP4 fait partie des logiciels qu'un ingénieur, c'est-à-dire les acteurs du PTP, du génie civil, doivent au moins apprendre pour faire face au projet. En fait, parce que c'est un logiciel qui est très puissant et c'est un logiciel qui fait beaucoup de choses. Et c'est un logiciel aussi dont la maniabilité est facile, donc c'est facile à utiliser. Donc souvent, je conseille aux gens d'apprendre ce logiciel. Maintenant, avant d'apprendre ce logiciel, regardez, nous avons une formation de Gretec, une formation extraordinaire, c'est la 6e édition de Gretec OMD. Donc cette formation se fait en présentiel au Sénégal, précisément à Dakar. Pour les gens qui sont à Dakar, voilà, nous avons une occasion où vous pouvez venir participer à cette formation. Pour des gens qui sont à l'extérieur de Dakar, c'est-à-dire des gens qui sont pas au Sénégal, bien des gens qui sont au Sénégal qui n'ont pas le temps de venir. Il y a cette formation qui est déjà disponible sous forme de vidéo. Maintenant là-bas, la formation, vous allez m'envoyer votre mail et moi je vais vous envoyer la formation via votre mail que vous allez télécharger, commencer à suivre et on va vous faire le suivi jusqu'à la fin de votre formation. Voilà, donc cette formation c'est un mois. Début de cours c'est le 20 juin 2022, 17h. Voilà, donc en fait les cours c'est tous les lundis et tous les mardis. Donc c'est pas du lundi, non, c'est juste 2 jours, lundi et mardi, à cause des professionnels, parce que je ne travaille pas avec les étudiants de deuxième année, première année, non, on travaille avec les pros. Maintenant, regardez, nous avons un programme qui est très lourd, un programme qui est très lourd, c'est-à-dire n'importe quelle personne peut bénéficier de cette formation. Donc, quand vous venez, si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel qu'on appelle Tretec, donc on va d'abord faire la prise en main du logiciel, comprendre que fait ce logiciel. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'envoient en fait des messages en me disant non, je veux faire les 2D et les 3D avec Tretec. Vous voyez, c'est parce que en fait, eux, ils connaissent pas en fait c'est quoi Gretec. C'est un logiciel de dimensionnement, la calcul des structures. Donc on a jusqu'aux études du radius général, l'environnement de positionnement, ainsi de suite, et jusqu'au plan de coffrage. Bien, je reviens sur ce logiciel CP4. Je dis tout à l'heure que CP4 fait partie des logiciels que nous les acteurs de génie civil, nous devons apprendre. Parce qu'il fait pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Maintenant, sur ce logiciel, vous avez la possibilité d'utiliser, par exemple, les normes Bayel, les Eurocodes, ainsi de suite. Donc, par exemple, le béton, vous pouvez utiliser, par exemple, ce qui est venu par défaut, c'est le Bayel 91 qui a été révisé en 99. Donc, c'est la France. Donc, vous avez les Eurocodes 2 que vous pouvez utiliser, les Eurocodes 2 Portugal, les Eurocodes 2 par exemple, Bulgarie. Donc, vous avez les Eurocodes 2 Royaume-Uni, vous pouvez utiliser les Eurocodes 2 comme vous voulez. Vous voyez? Ok. Pour les aciers, aussi, ce sont les Eurocodes 3 et 4. Les aciers, des laminés, des profilés aussi, 3 et 4. Pour le bois, 5. Bon, le bois, je n'ai jamais fait. Hein. Je n'ai jamais fait le calcul de bois avec un logiciel. C'est juste manuel. L'aluminium, Eurocode 9, les murs Eurocode 6, et les planchers mixtes Eurocode 4, et les fondations, en fait, ce sont les Eurocode 7. Parce que les fondations, c'est-à-dire les géotechniques, c'est les Eurocodes 1997. Donc, ce sont les Eurocodes 7. Donc, du coup, il faut travailler avec les Eurocodes. Maintenant, une fois que vous choisissez le BL 91, donc, du coup, le BL 91 va avec DTU 1312. Voilà. Donc, vous pouvez faire axe 7 pour les dents. Donc pour les planchers, c'est-à-dire les planchers, on a le béton, c'est-à-dire on a un béton allant de 16 jusqu'à 60, c'est-à-dire un béton avec une résistance de 16 MPa, un béton avec une résistance de 20 MPa, 25 et ainsi de suite. En fait, ça dépend en fait de votre cahier de charge. Donc si vous avez un cahier de charge qui vous demande de faire les calculs avec un béton de 16 MPa, vous utilisez 16 MPa. Si c'est demande de vous faire des calculs avec 20 MPa, 25, ainsi de suite, donc vous allez utiliser en fait la résistance qui est dans votre cahier de charge. Ou bien si c'est vous l'ingénieur et vous connaissez en fait qu'est-ce qu'il faut utiliser, donc vous donnez en fait, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple les fondations, c'est la même chose. En fait, ce sont les mêmes bétons qui suivent, qui commencent au plancher, les fondations, parce que tout ça, ça fait partie de l'ossature. Je vais cliquer ici sur fondation. Parce que, en fait, la fondation
la base de la structure. C'est une base de la structure qui a vraiment beaucoup d'importance. Donc du coup, je me disais même, est-ce que les ingénieurs en géotechnique ne doivent pas être mieux payés que les autres? Parce que en fait, que ce soit les routes ou que ce soit les ponts, tout se repose en fait sur la fondation. C'est-à-dire tout se repose sur le sol. Donc du coup, les études de sol, en fait, les études vont être un peu plus chères par rapport aux autres. Parce que si on fait pas bien les études du sol, du coup, il peut y avoir effondrement. Vous pouvez faire, par exemple, votre structure dans une zone où il y a le phénomène de retrait, le phénomène de gonflement, tout ça. Vous faites là-bas et puis en un mois, non pas en un mois quand même, mais en quelques années, une année, 2 ans, 3 ans, vous avez pas mal de fissures sur votre structure. Du coup, là, il fallait forcément faire les études géotechniques. Donc, du coup, quand vous avez des super structures, vous avez des immeubles, je conseille souvent aux maîtres d'ouvrage de faire, en fait, les études géotechniques. Donc, il y a aussi un autre système. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent juste la personne qui a construit avant lui, qui avait fait les études, lui demande en fait quelle est la contrainte obtenue après en fait les sondages. Quand l'autre va lui communiquer, il ne sait pas qu'il est en train de faire une consultation et que l'autre a payé les études géotechniques à des millions. Lui, il vient juste par la parole et il a les contraintes, il a les profondeurs de fondation et il va les faire sa structure. Ça, c'est quand même être un peu délinquant. Bien. Ok. Ici, on a une contrainte admissible du sol aux élus, c'est-à-dire aux états limites ultimes. Voilà. Donc, ce logiciel, je vous dis, quand vous cliquez ici directement, vous aurez, en fait, les différents types de contraintes par rapport au sol que nous croisons. Vous voyez, nous avons par exemple les graves, le sable dune, le sable dense, le sablage, le limon, argile et limon, l'argile dure, l'argile civilinée et l'argile molle. Donc nous avons tout ça. Donc à chaque étape, c'est-à-dire à chaque type de terrain, nous avons une contrainte. Donc à chaque type de terrain, nous avons une contrainte. À chaque type de terrain, nous avons une contrainte. Donc du coup, si nous avons de l'argile molle, on est à 0,15 presque, je peux dire. Donc on a ici jusqu'au niveau des graphes, on a 0,35, 0,68 pour contrainte. Donc si vous avez votre type de sol ici, par exemple, vous pouvez juste venir ici, prendre la contrainte. Ou dans le cas contraire, nos mécaniciens, c'est-à-dire les géotechniciens vont nous donner en fait quel type de contrainte il faut utiliser avec la profondeur de fond des fouilles. Merci. Donc, voilà. Maintenant, ici, par contrainte ou bien par défaut, nous avons une contrainte de 0,3. Voilà, 0,3 mégapascal. Donc, 0,3 mégapascal, juste égal à 3 bars. Voilà, donc égal à 3 bars. Je vais faire un petit résumé par rapport aux contraintes. Nous avons une contrainte à l'élu égale à 3 bars. Voilà, donc, dans l'ensemble, nous savons que nous avons une contrainte admissible de rupture. Nous avons une contrainte à l'LS, nous avons une contrainte à l'élu. Vous voyez? Bien, la contrainte de rupture, c'est la contrainte à l'LS, ou bien la contrainte du sol, qui peut être à l'LS ou à l'élu, qui sera multipliée par un facteur de sécurité. Donc, disons, nous avons la contrainte à l'LS, c'est la contrainte de rupture divisée par 3, parce que le facteur de sécurité à l'LS égale à 3, et facteur de sécurité à l'élu égale à 2. Donc, du coup, ici, on aura contrainte de rupture qui sera divisée par 2. Donc, du coup, si vous avez une contrainte du sol, au lieu que ça soit ici, dans le logiciel, vous voyez qu'il y a juste aux élus, il n'y a pas LS, il n'y a pas l'autre là. Donc, du coup, si on vous donne une contrainte à l'LS par des géotechniciens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre votre contrainte. Par exemple, on vous donne 0,15 mégapascal, qui équivaut à 1,5 bar. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier ça par 3. Donc, du coup, on va trouver 4,5, c'est ça? 4,5 bar. Maintenant, 4,5 bar, quand je divise par 2 pour trouver cette contrainte à l'élu, ça me donne 0, ça me donne 2,25. 2,25, 225, voilà. Donc 2,23, un truc comme ça. Vous voyez, donc la contrainte à l'élu, quand vous utilisez la contrainte à l'élu de 2,23 ou bien 2,25 bar, est équivaut à 4,5 bar à la rupture et 1,5 bar à l'élu. Donc quand une autre personne, par exemple, utilise cette même contrainte à l'élu, par exemple, il utilise 2,25, il calcule les semelles, il trouve une semelle de 1,20 et l'autre qui utilise
1,5 bar qui trouve une semelle de 1,20 et l'autre qui utilise 1,5 bar, tu trouves aussi, il trouvera aussi une semelle de 1,2. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer. Donc du coup, si vous avez une contrainte de 3 mégapascales, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait recours aux formules et on trouve la réponse et on y va. Voilà, donc vous pouvez faire accepter. Pour les poteaux également, vous avez les différents types ici. Maintenant, nous avons les aciers, le FE500. Voilà, les FE500 et les FE400. Donc nous avons les nuances des aciers que vous pouvez utiliser en fait pour calculer en fait vos poteaux, ainsi de suite. Donc je vais cliquer ici, j'ai ça. Vous voyez, les barres de FE500, donc pour le cadre aussi, idem, ça veut dire que c'est le FE500 également. Donc je vais cliquer là. Ici, nous avons les tableaux d'armature, de poteaux. Je vais vous dire une chose, en fait, quand vous êtes avec les FP500, quand vous cliquez sur les poteaux, vous allez voir qu'il y a l'absence des barres de 14. Vous voyez, il y a l'absence de barres de 14. Que ce soit sur les coins, que ce soit sur les faces, il y a l'absence de barres de 14. Du coup, vous voyez ici sur les faces, il y a 10, 12, directement 16. Il y a 10, 12, directement 16. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insérer les armatures de 14 sur ce tableau d'armature de poteau. Donc, du coup, c'est très simple. Voilà, je clique. Je viens ici, vous voyez que les armatures de 14 sont décochées. Je vais cocher ça. Voilà, je vais cocher même sur les... Je vais cocher ici. Voilà, quand je clique, vous voyez que les 14 apparaissent maintenant. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter les 14. Je peux venir ici. Je peux venir là. Et puis, je dis, je vais ajouter les 14. Donc, quand vous ajoutez les 14 comme ça, quand vous allez calculer, par exemple, si vous avez des poteaux, en fait, qui devront avoir les barres de 14, vous aurez les barres de 14. Bon, avant, il n'y avait pas les barres de 14. Ok. Bon. Pour les vérifications, c'est-à-dire au dimensionnement, vous pouvez vérifier tout ça. Disposition d'armature, des barres, ainsi de suite, les efforts et le tableau des plans, des noyaux, ainsi de suite. Vous pouvez avoir des poteaux qui débutent comme ça, des poteaux qui continuent, voilà, des poteaux qui finissent en fait. En fait, ça dépend de toi. C'est-à-dire, c'est à toi de choisir. C'est-à-dire, des poteaux, par exemple, qui débutent, par exemple, tu peux avoir des poteaux qui continuent, ou ce sont des poteaux qui sont remplis quand vous faites le plan de coffrage. Je crois que j'ai un petit plan de coffrage peut-être pour moi. Je prends un exemple ici. Vous voyez, quand vous voyez un poteau qui est rempli comme ça veut dire que c'est un poteau qui continue. Mais quand le poteau n'est plus rempli, c'est-à-dire quand vous débauchez le poteau, ça veut dire que au niveau où le poteau est débauché, ça veut dire que ce poteau-là, en fait, ça s'arrête par exemple. Donc du coup, ce poteau qui est ici, c'est-à-dire ce poteau de 15-30 là, ça veut dire qu'au niveau de ce plancher PHRDC, quand le technicien qui est sur site, il sait que non, le poteau là s'arrête à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il est débauché. Alors que quand je regarde ici, par exemple, ce poteau, il sait directement que notre poteau continue. Pourquoi il n'est pas décroché? Ça veut dire qu'il y a eu une bonne suite pour lui. Voilà. Donc, je vais faire le tour parce que mon poteau là. Ok. Bien, donc on revient sur le logiciel. Donc, vous pouvez faire ça également avec ce logiciel. Bien. En dehors de ça, ici, ce sont des profilés en acier. Ça, c'est le bois, l'aluminium. Ça, c'est bon. On a aussi, avec le vent, c'est-à-dire on peut faire les calculs du vent. Les calculs du vent peuvent se faire avec les Eurocode 1, tout comme avec le NV65. Vous voyez, mais souvent, les Eurocode sont utilisés, le NV65 aussi est beaucoup plus utilisé ici. Mais ici, par exemple, ce qui vient ici par défaut, c'est la France. Vous voyez, c'est la France. Donc, même vous êtes sur Pretec, vous allez avoir les mêmes informations sur la carte de la France. Vous voyez, même si vous êtes sur le Pretec, vous allez voir que ce sont les mêmes informations par rapport à la zone. Quand vous êtes dans la zone 1 de la France, vous avez une vitesse du vent de 22, là jusqu'à la zone 4, 28. Donc, comment on fait juste pour calculer cette vitesse du vent? Quand on fait les calculs d'un bâtiment et qu'on a besoin de calculer le vent, on a besoin d'une information, 2 ou 3 informations. Mais l'information plus capitale, on appelle ça Q10. Q10, c'est quoi? C'est la pression de base, c'est la pression dynamique de base. C'est-à-dire, après 10 mètres de hauteur, on sait que non, le vent change de vitesse, le vent change de vitesse. Essayez de faire une expérience. Si vous habitez dans un immeuble, par exemple, de 4 niveaux, vous montez à la terrasse, vous allez remarquer que la vitesse du vent au niveau de cette terrasse là est plus importante que la vitesse du vent quand vous êtes au niveau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire en bas. Allez, donc Q10, c'est juste la vitesse au carré divisé par 16,3. Ça, c'est la formule de Bernoulli. Pour des gens qui savent Bernoulli, pour des gens qui ont fait des sciences,
Quand vous calculez la vitesse du vent, c'est comme ça. Vous utilisez la vitesse du vent au carré, divisé par 16,3. Maintenant, la vitesse du vent dépend de la zone, de chaque zone. Par exemple, quand on prend la zone 1 de la France, il fait 22. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura dans les calculs? On aura 22. On aura 22 carrés. Voilà, qui sera divisé par 16,3 et ça va nous permettre de trouver la pression dynamique du vent dans la zone 1 de la France. Maintenant, si vous êtes dans une zone quelconque qui n'est pas dans 6P4, vous allez calculer manuellement en regardant par exemple sur le météo de votre pays, votre nation. Vous prenez en fait par exemple dans tous les pays, en fait, qu'est-ce que la météo fait? En fait, elle répartit en fait chaque vitesse du vent par rapport aux zones, chaque vitesse du vent par rapport aux zones. Pour les gens qui habitent les zones 2 de Dakar, la vitesse du vent, les zones 2 de Dakar, la vitesse du vent elle est 36, je crois, 11 mètres par seconde. Vous voyez, la vitesse du vent est de 36. Du coup, nous avons un Q10, la pression dynamique de base, une Q10, je peux dire de 80 Dan. Vous voyez, 80 Dan par mètre carré. Ça, pour des gens qui sont dans la zone 2 de Dakar. Dans la zone 2 de Sénégal, Sébikotane, Diamniadio, revenant un peu vers Dakar, vous avez tout ça, vous avez 80 Dan par mètre carré. Voilà. Ouf. Bien, ici ce sont les combinaisons, ici ce sont les hypothèses des charges additionnelles. Donc, vous avez, c'est très important de savoir cette information parce que quand on étudie un bâtiment, en fait, c'est pas bêtement comme ça que vous étudiez un bâtiment. En fait, les études du bâtiment dépendent de beaucoup de catégories. Nous avons beaucoup de catégories de bâtiments. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bâtiments ou dans les zones résidentielles, des bâtiments à usage de bureaux, lieux de réunion, les bâtiments de commerce, lieux de stockage, les bâtiments avec des poids de véhicules, ainsi de suite. Donc, on peut avoir beaucoup de bâtiments industriels, des bâtiments privés, des bâtiments résidentiels. Donc, tout ça, en fait, ça dépend. Maintenant, par défaut, quand vous calculez avec CIP4 dit que non, l'habitation ici, c'est en zone résidentielle. C'est-à-dire c'est une zone résidentielle, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui est privé, bâtiment à usage d'habitation. Donc, si vous êtes en train de calculer votre bâtiment à usage de bureau, vous allez venir ici cocher à usage bureau. Ou bien vous pouvez tout cocher. Tout cocher. Voilà. Alors, c'est mieux quand vous êtes en train d'étudier un bâtiment à usage commercial. Vous venez ici, vous voyez commerce. Vous étudiez. Maintenant, la différence est que les bâtiments à usage d'habitation, les autres bâtiments, en fait, la différence est juste au niveau des charges d'exploitation. Donc, c'est juste l'exploitation qui change, en fait. Donc, les gens qui exploitent, par exemple, les bureaux, en fait, la population qui exploite le bureau est différente de la population qui exploite, par exemple, les maisons à usage d'habitation. La population qui exploite les trucs, les bâtiments commerciaux, c'est aussi différent. Par exemple, je prends l'exemple des Auchan, par exemple, les gens qui exploitent Auchan, il y a beaucoup de gens qui exploitent Auchan, mais alors que toi, chez toi, le plancher est exploité que par ta population, c'est-à-dire par toi et ta famille. Mais au bureau, il y a beaucoup de gens qui exploitent. Dans les zones commerciales aussi, il y a beaucoup de gens qui exploitent. Voilà, c'est pour cela la différence, c'est juste au niveau des charges d'exploitation. Voilà.